ton curcuma. J'ai la chance de pouvoir réaliser cet épisode en partenariat avec Sanoflore, une marque bien connue de la cosmétique bio qui signifie la santé par les fleurs, et que j'affectionne particulièrement. Elle a été créée dans les années 70 par un naturopathe passionné des plantes, Rodolphe Bals, que j'aimerais d'ailleurs beaucoup interviewer. Ces formules thérapeutiques sont développées dans le Vercors, les plantes sont issues d'une agriculture biologique et Sanoflore s'engage auprès d'agriculteurs locaux qui travaillent sur des terres bio depuis plus de 20 ans. J'utilise peu de produits cosmétiques, mais certains me parlent particulièrement. Je ne sélectionne que des marques avec lesquelles j'ai réellement envie de travailler, et le champ est très vite restreint, mais au moins j'ai toujours plaisir à vanter leurs mérites. Si vous souhaitez découvrir leur gamme, vous pourrez bénéficier de 20% sur l'ensemble du site Sanoflore grâce au code CURCUMA20. Je suis en compagnie de Camille Sfez. Elle est psychologue et accompagne les femmes dans la découverte de leur féminin sacré. Une quête dont elle a sorti un livre, La puissance du féminin, qu'il serait bon de transmettre à chaque nouvelle génération pour leur permettre de gagner du temps dans la découverte de soi. Renouer avec son corps, sa nature cyclique, sa sexualité pour se révéler. Camille va nous en dire plus tout de suite. Bonjour Camille. Bonjour Cindy. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi pour commencer ? Ton Oui. parcours. Alors, moi, j'ai commencé mon parcours professionnel, en tout cas, en faisant une école de commerce, où j'étais un petit peu décalée par rapport aux étudiants autour de moi, mes camarades de promo. Je crois que j'ai été élevée dans une famille assez élitiste, où voilà, j'avais la guerrière en moi, bien armée pour faire exactement ce qu'elle voulait faire. Et j'étais un peu préparée un peu à diriger le monde, hein, c'est ce qu'on nous dit dans ces écoles. Et c'était aussi un moment où j'étais en grand questionnement, j'avais besoin de sens. Et du coup, j'ai repris mes études, je suis devenue psychologue. Et à ce moment-là, en fait, peut-être même c'était un peu avant, c'était en école, j'ai croisé sur ma route un thérapeute qui m'a dit « Tu devrais aller voir ce qui se passe dans un cercle de femmes ». Moi, j'y connaissais rien du tout, mais ça a été évidemment un moment important pour moi, vraiment de reconnexion à qui j'étais, à qui je suis. Et du coup, en parallèle de ma reprise d'études, de cette formation pour devenir psy, j'ai beaucoup été dans ces environnements où les femmes s'interrogeaient sur leur puissance, sur leurs valeurs, sur finalement qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme, pourquoi c'est quelque chose de positif, pourquoi je ne suis pas juste un être humain. Donc toutes ces questions, elles ont vraiment bercé ma construction identitaire en tant que femme, ma construction d'adulte. Et puis, après, j'ai commencé à mon tour à animer des cercles, à rassembler les femmes autour de ces questions. T'as pas trouvé ce que tu cherchais en école de commerce au final ? Quand tu dis que t'étais pas à ta place. Non, vraiment, j'étais... En fait, je pense que moi, je suis arrivée là parce que je m'étais pas beaucoup posé de questions avant. Vraiment un parcours de bon élève qui veut tout garder, pas vraiment faire de choix finalement. J'ai compris assez tard que je pouvais faire des choix pour moi et pas ce qu'on me demandait de faire. Donc c'est arrivé plutôt quand j'avais 20 ans. Et j'ai vraiment... Oui, moi, je pense que mon atout aujourd'hui, c'est ma sensibilité. C'est ce qui fait que je suis capable d'être à l'écoute, que je suis capable de comprendre comment les autres fonctionnent, ce qui leur arrive. Et cette sensibilité-là, quand je me dirigeais à travailler en entreprise, c'était vraiment pas un atout, justement. C'était vraiment quelque chose de compliqué. Voilà, j'ai eu envie de pouvoir être utile et de pouvoir faire quelque chose vraiment qui ait du sens, en fait. Et tu penses que dans ton éducation, tu as plus été éduquée comme un garçon, finalement ? J'ai été éduquée comme une guerrière. J'ai pas vraiment été éduquée comme un garçon. On me disait pas... Je pense que mes parents étaient contents que je sois une fille. Enfin, j'ai pas été attendue comme un petit garçon. J'étais pas vraiment garçon manqué quand j'étais petite. Mais j'étais une fille qui allait être... cette femme qui se pose aucune question, qui est tout le temps dans la performance, qui est dans l'excellence, qui est linéaire, qui sait où elle va. Et donc j'ai été élevée comme ça, en fait. J'ai été beaucoup élevée dans faire pour avoir de la valeur, faire pour exister, mais pas tellement être, pas tellement m'interroger, pas tellement douter. Et voilà, du coup, il y a un moment où en fait tout se faire, ces objectifs fixés, ils étaient complètement
décorrélée de ce que je ressentais en fait. Tu t'orientes vers la psychologie, Ouais. parce que tu te dis que c'est pas mal de détricoter tout ça. Ouais. En fait, je commence à détricoter tout ça pour moi-même en arrivant en école. Et puis là, je rencontre des gens qui prennent le temps de se poser des questions, qui vont mieux, Enfin, moi-même, en fait, je vais mieux dans ce processus de thérapie. Pour moi, je me rends compte qu'en fait, voilà, je suis beaucoup plus grande que peut-être cette définition que j'avais de moi à un certain moment. Je me rends compte que le fait de pouvoir me comprendre les autres, c'est aussi un atout. Je m'ouvre à des dimensions, déjà à la dimension de l'intuition, des rêves. Je fais une thérapie par le rêve éveillé. Enfin, voilà, donc il y a tout d'un coup la réalité matérielle dans laquelle j'évolue. Je me rends compte que c'est pas la seule réalité. Et j'ai vraiment cette quête de sens, en fait, qui est très existentielle et qui est venue, je pense, assez tôt chez moi. Mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? C'est quoi le sens de tout ça? Comment je peux être utile? Enfin, je pense que c'est vraiment des questions qui étaient là, enfin qui étaient du coup très angoissantes pour moi. Ouais. C'était très angoissant pour moi de pas trouver de réponse à ça. Et c'est, je pense aussi ça, ce qui fait que j'ai eu envie à mon tour d'être dans ce rôle d'accompagnante, en fait. Et alors spécifiquement du coup dans le féminin, tu te dis Oui. qu'il y a quelque chose à chercher de ce côté-là? Oui, parce que moi j'ai aussi été élevée dans un modèle parental un peu caricatural où mon père, homme d'affaires, successful, beaucoup dans l'apparence, donc beaucoup dans la réussite, et puis une mère artiste, sensible, qui travaille pas, ou en tout cas pas quand je suis petite, et qui sait pas valoriser en fait finalement toute cette sensibilité, tout ce don artistique qu'elle a. Et du coup, moi, je me construis en me disant, bah oui, il faut que je sois une guerrière pour réussir, en gros. Mais je vois bien qu'il y a quelque chose qui colle pas, en fait. Il y a quelque chose qui cloche. Très vite, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'être une femme. Pourquoi est-ce que je peux pas être... Enfin, parce que les seuls, du coup, 2 modèles que j'avais, c'était soit cette femme hyper ambitieuse qui se coupe de la moitié d'elle-même, soit cette femme qui est en contact avec elle-même, mais du coup, qui est dans une forme de faiblesse, de fragilité, qui réussit pas. Moi, je voulais les deux, Ouais. en fait. On veut tous les deux. Ouais. C'est pas incompatible au final. Bah non, bien sûr. Moi, voilà, j'avais 20 ans quand Ouais, j'étais là-dedans, mais bien sûr, au contraire. C'est ça qui est super intéressant. Et je crois que c'est vraiment l'enjeu de ce qui se passe en ce moment autour du féminin. C'est qu'ensemble, on est en train d'inventer des nouveaux modèles, des nouvelles manières de réussir, des nouvelles manières d'exister, des nouvelles manières d'être libre. Et je pense que c'est vraiment notre génération, en fait, qui a les moyens de s'interroger là-dessus. On sent qu'il y a un gros besoin, en tout cas, en ce moment, c'est vrai. Ouais. De retour à soi, peut-être. Oui, de retour à soi, et puis de valoriser autre chose. Bon, voilà, je trouve ça... On voit beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, par exemple, mais dans différents espaces publics, l'importance de parler du corps des femmes, l'importance de parler des règles, l'importance de parler peut-être d'une autre manière d'accoucher. Enfin, tous ces sujets qui sont finalement des sujets pour lesquels les choses étaient très normées, en fait, pour les femmes, et où finalement on se rend compte qu'il y a dans ces endroits-là, dans cette reconnexion au corps, dans la valorisation de notre cycle, dans le désir d'accoucher d'une autre manière, il y a beaucoup d'endroits où on renoue avec notre puissance. Il y a beaucoup d'endroits où finalement on sort de ce modèle patriarcal dont on a hérité, qui nous dit qu'on va souffrir, qu'on est fragile, qu'on ne sait pas... et qu'il faut se couper un peu de tout ça pour être inclus dans la société. En fait, moi, je parle de performance, mais c'est même tout simplement avoir sa place, être socialement reconnu, finalement. Et donc, il y a comme un désir de valoriser autre chose. Et cette autre chose, déjà, qui je suis en tant que femme, ça passe déjà par mon corps de femme, en fait, et par toutes ces possibilités qu'il nous offre. Bien sûr. Le patriarcat, pour toi, ça a un peu déconnecté les femmes de ce qu'elles sont? Oui, complètement. En fait, ça a déconnecté les hommes et les femmes, je pense. Hein. Pour moi, le patriarcat, c'est vraiment cette matrice dans laquelle on est tous collectivement, hommes et femmes, coincés aujourd'hui. Et on cherche tous, hommes et femmes, collectivement à sortir. Ce patriarcat, pour moi, il est apparu avec
la découverte de l'agriculture, des terres, de la propriété, puis des femmes qui devenaient des ventres pour faire des enfants, qui devenaient aussi des propriétés. Enfin voilà, il y a eu énormément de choses qui se sont passées à ce moment-là, au moment de la découverte de l'écriture, où finalement peut-être une transmission orale était moins importante. Tous les cultes qu'on retrouvait autour du bassin méditerranéen, qui vénéraient plutôt un principe féminin, comme divinité féminine, ont été, je dirais, comme on dit, pas colonisés, mais réprimés au profit d'un dieu unique, guerrier, le dieu orage, puis ensuite le christianisme. Bon voilà, tout ça a fait que les femmes se sont coupées de leur pouvoir, et en même temps, quand je dis ça, il y a des choses qui me viennent derrière. Qu'est-ce que c'est ce pouvoir? Et en même temps, je suis sûre qu'il y a plein de choses en fait qui nous échappent. Mais c'est pas, voilà, le patriarcat, on peut le lire historiquement, on peut le lire aussi simplement comme une matrice à l'intérieur de nous, de toutes les croyances qu'on peut avoir sur ce que c'est qu'être une femme, sur ce que c'est qu'être un homme, sur ce que c'est qu'être libre, être épanoui, avoir du pouvoir, peu importe. En tout cas, ces croyances, elles façonnent complètement qui on est aujourd'hui. Et moi, j'ai l'impression que ce qui change, c'est ça, c'est notre désir de sortir de ces croyances limitantes. Oui. On a l'impression en plus que le patriarcat existe depuis toujours, mais avant, il y avait aussi le matriarcat. Je sais pas si c'était le matriarcat. En tout cas, c'était une société où les hommes et les femmes, ou en tout cas, on se rend compte que les femmes étaient finalement peut-être pas aussi enfermées qu'on a cru qu'elles ont toujours été finalement. On se dit, ok, les femmes de la préhistoire, c'est vraiment l'image de celles qui restent faire la cuisine au fond de la grotte pendant que l'homme va chasser. En fait, c'était pas du tout ça. Donc c'est que des hypothèses, évidemment, on ne saura pas comment les hommes et les femmes ont vécu, ni ce que les hommes et les femmes pensaient à cette époque-là, si elles étaient plus libres ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un héritage spirituel qui date de cette époque, de la préhistoire, où les femmes avaient vraiment un rôle de guide spirituel. C'est elles qui jouaient du tambour, par exemple, pour être en connexion avec cette déesse. Donc moi, je suis assez curieuse de cette époque, pas tellement de manière historique, mais peut-être plus parce que ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur de moi, dans mon imaginaire, donc peut-être quelque chose de très ancien, où finalement, je pense que c'est structurant pour une femme de pas se dire les femmes ont toujours été victimes et maintenant il est temps de reprendre le pouvoir. C'est vraiment pas du tout ça pour moi. C'est se rappeler qu'on s'est laissé tous collectivement enfermés dans quelque chose qui fonctionne plus, et peut-être que regarder ou imaginer comment était l'aube des temps, ça permet d'imaginer aussi le futur. Peut-être il peut y avoir des résonances. Oui. C'est ça ce qui m'intéresse. Et alors à quel moment du coup tu découvres les cercles de femmes ? Voilà, j'ai 20 ans, donc moi, le thérapeute que j'allais voir à ce moment-là, il a beaucoup œuvré pour les hommes et pour retrouver un masculin aligné et vulnérable, on va dire. Et donc il me présente comme ça, je rencontre autour de lui des hommes qui me disent tous va voir les cercles de femmes. Et ça m'intriguait, en fait. Il y avait je pense que c'était vraiment les premières personnes que je rencontre dans cet environnement de développement personnel, du coup, qui sont plutôt équilibrées, qui sont pas dans un masque, qui n'ont pas l'air de lutter contre qui ils sont, qui ont l'air de s'assumer et d'être assez épanouies. Donc, je me dis, allons voir, quoi. Et en fait, je sens qu'il y a vraiment une soif que je portais qui n'était pas du tout consciente, justement, de cette valeur du féminin ou de ces mystères. J'attendais d'être initiée, en fait. J'attendais qu'on me révèle plein de secrets. C'est pas forcément ce qui s'est passé, heureusement. mais en tout cas, du coup, j'ai découvert des femmes qui ont pu m'inspirer parce qu'elles étaient en quête. En fait, c'était les premières femmes en quête que je rencontrais, je crois. Est-ce que tu peux du coup nous lire un petit passage de ton livre à ce sujet ? Alors, mon premier cercle de femmes. Quand j'ai rouvert les yeux, je me trouvais dans un temple. Dans la pénombre, avec une vingtaine d'autres femmes de tous âges, nous étions en cercle, chacune une bougie à la main. Elles étaient allumées une par des sortes de prêtresses portant des signes d'appartenance à une même tribu. J'étais alors curieuse et intriguée, et je sentais confusément l'envie de porter moi aussi ces perles, tissus, plumes qui témoigneraient de mon initiation.
Lorsque la pénombre s'est dissipée, un chant est venu remplir la pièce, un chant d'appel à toutes les femmes du monde à se souvenir. Quelle mémoire était supposée ressurgir ? Parlait-elle de l'enfance, d'un passé mythique ou bien d'autre chose ? Je sentais simplement que quelque chose poussait en moi, comme une évidence ou une vérité dont on aurait oublié de me parler et qui m'était alors révélée. Tout autour de nous, la pièce avait été décorée avec des tissus, des fleurs, des coussins. Les odeurs de sauge remplissaient l'air, tout était fait pour que nous nous sentions accueillis et que nous ayons envie de nous poser, les armes et les fardeaux avec. Je me sentais dans une sorte de cocon hors du temps, comme au centre de la terre. Ce qui m'a le plus touchée, c'est le regard de ces femmes qui semblaient voir toutes nos richesses, notre force, notre fragilité. Que savaient-elles ? Par où étaient-elles passées pour comprendre si justement ce qu'est être une femme puissante ? Avec quelle profondeur étaient-elles entrées en contact à l'intérieur d'elles-mêmes ? Je voyais aussi la complicité avec laquelle elles nous entouraient, et cela réveillait mon désir de relations simples, confiantes, stimulantes avec d'autres femmes, loin des compétitions que je connaissais. Lorsque le chant s'est arrêté, une femme au sourire de louve et aux cheveux gris a pris la parole. Le temps est venu, les femmes sont prêtes. Prêtes pour créer des espaces où honorer nos chemins, écouter les anciennes et accueillir les jeunes filles. Nous avons soif de ces espaces pour être pleinement nous-mêmes, nous révéler, retrouver notre puissance. Qui sait où cela nous mènera ? Le temps a passé, j'accueille à mon tour des femmes dans un cercle. Ce qui m'étonne toujours chez celles qui viennent pour la première fois, c'est cette intuition qu'elles cherchent à se souvenir, comme si un mécanisme d'oubli était intervenu à un moment de l'histoire et qu'une transmission s'était coupée. Au tréfonds d'elles-mêmes, une voix leur souffle qu'un voile s'est posé sur leur vraie nature et qu'il est temps de le lever. Est-ce un appel à réveiller le meilleur de qui elles sont ? Une histoire est en train de s'écrire, celle d'un féminisme d'un nouveau genre, émergeant un peu partout sur la planète. Des femmes se rassemblent pour cheminer vers l'expression de leur plein potentiel, avec authenticité et dans le respect des autres. Elles ne se pensent pas en opposition aux hommes, elles sont encore moins leurs victimes. Elles reprennent leur pouvoir, celui d'une communication juste, du choix de leur place dans leur société, du soin qu'elles apportent à leur corps et à la planète, avec conscience d'être reliées aux autres. Elles pacifient leurs conflits intérieurs, et c'est là le plus grand enjeu. Ces femmes savent que ce n'est qu'en se changeant elles-mêmes qu'elles transforment le monde. Alors elles œuvrent pour mettre fin aux tensions qu'elles portent. Elles veulent pouvoir être à la fois fortes et vulnérables, se construire en alliance avec l'autre sexe et avec le leur, et perçoivent qu'en restaurant leur équilibre intérieur, elles guérissent toutes les générations. Magnifique. J'adore les lectures. Ça me fait drôle de le relire, ça fait longtemps que je ne l'avais pas lu. Du coup, c'est vraiment ta première impression ? Oui, ma première impression du cercle. Oui. Ouais, complètement. J'ai été complètement fascinée en fait par l'ambiance, par le décorum, par voilà, ces bougies, ces fleurs, cette atmosphère. Et puis toutes ces femmes qui avaient l'air tellement... En fait, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose dans leur regard qui me paraissait si vivant. Et c'est vrai que moi, voilà, finalement, j'avais pas eu beaucoup l'occasion dans ma vie d'être en contact de cette puissance, de cette authenticité, de ce questionnement. Et donc, ça m'a émerveillée. Tu t'es sentie à ta place ? À cette époque-là, j'avais envie que ce soit ma place, mais oui, en tout cas, je me suis sentie accueillie, ça c'est sûr. Et puis, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui pouvait s'ouvrir à l'intérieur de moi, un chemin en fait qui pouvait se dessiner dans cette direction. Et voilà, du coup, au début, je retournais dans ces espaces pour me nourrir, pour comprendre, pour apprendre. Pour rencontrer ces femmes et voir aussi leur évolution. Finalement, je pense quand on chemine dans un cercle, les femmes connaissent ça, on se voit grandir, en fait, on se voit évoluer les unes les autres. Et parfois, quand on doute un peu de sa propre évolution, on peut voir que les autres changent et on se dit, bon, sûrement que moi aussi. Oui, c'est rassurant. Oui, c'est rassurant. Est-ce qu'on peut parler de transmission intergénérationnelle dans ces cercles ? Il y a des femmes de tout âge ? Oui, complètement. Les femmes qui guidaient ces cercles-là, les premiers auxquels j'ai participé, c'était vraiment des femmes de la génération de ma mère, voire même encore un peu plus âgées. Donc je recevais d'elles leurs expériences, leur recul, leur sagesse. C'était vraiment aussi ça, ce que j'allais chercher.
Et je crois que c'est ce qu'il y a de chouette aussi dans un cercle de femmes quand les générations se mélangent. C'est pas toujours le cas, hein, malheureusement. Ouais. Mais on apprend. Moi, j'ai beaucoup appris en fait de ces femmes plus âgées que moi. Oui, parce qu'au final, dans les familles, les transmissions se perdent quand même pas mal. Oui. On n'a plus trop d'informations sur nos cycles, sur notre nature cyclique aussi, sur les accouchements tout simplement. Oui. Ou même finalement, je veux dire, dans ces espaces, on parle de choses dont on ne parle pas ailleurs. On parle d'expériences de vie hyper intimes, de prise de conscience hyper intime. Donc même, aujourd'hui, moi par exemple, j'ai une très bonne relation avec ma mère. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'elle me partage, qu'on se partage. Mais c'est quand même assez rare finalement d'avoir cette capacité à parler depuis ses profondeurs, je dirais. Oui, dans les familles, il n'y a pas cette transmission, pas beaucoup, quoi. Ben non, c'est dommage. Comment t'expliques que ça se soit perdu, ça, justement ? Parce qu'avant, les femmes étaient entourées par les femmes et tout s'expliquait. Oui, je peux imaginer peut-être que dans d'autres cultures, je sais pas, par exemple, mon père est tunisien, je sais que dans la culture maghrébine, il y a comme ça beaucoup, il y a plus d'espace où les femmes se retrouvent entre elles. Je pense au hammam, ou enfin, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les générations précédentes, je sais pas depuis combien de siècles, mais enfin un certain nombre, les femmes n'avaient pas été éduquées dans la valorisation du fait qu'elles étaient une femme. Oui. Donc ça, c'est sûr que cette transmission-là, ni nos mères, ni nos grands-mères, ni nos arrière-grands-mères n'ont pu nous la transmettre, c'est sûr. Mais je crois aussi que ce qui se passe dans ces cercles de femmes, c'est pas que cette transmission, c'est aussi ce désir vraiment de se regarder en face, en fait, et d'être vraiment honnête avec soi-même, de vraiment chercher à se comprendre. Et donc ça, c'est juste quelque chose qui se fait pas socialement. Enfin, il n'y a aucun espace social où de telles conversations peuvent avoir lieu. Enfin, c'est aussi vraiment la nature et la puissance de ces conversations profondes où on laisse de côté nos masques et où on est vraiment avec ce qui est vivant à l'intérieur de soi. On a besoin quand même de rentrer dans un autre espace pour que ça ait lieu. Oui. Ou en tout cas, c'est assez rare les espaces sociaux où on peut plonger dans cette dimension de l'être, en fait, et pas du rôle social. On est beaucoup dans le paraître. Oui, enfin dans tous nos rôles, dans notre masque, dans notre ego, heureusement on en a besoin. Enfin, c'est pas à propos de dire que c'est pas bien, mais c'est aussi super nourrissant d'aller dans un espace où je peux laisser de côté tout ça. Il y a des femmes qui cheminent avec moi dans les cercles depuis longtemps, je sais même pas ce qu'elles font comme métier en fait, mais peu importe, il s'agit pas de ça. Et donc voilà, ces cercles de femmes, c'est aussi ressourçant pour ça, parce qu'on peut se connecter à une autre dimension de soi-même. Il y a quelque chose que tu abordes dans ton livre aussi sur les lignées, justement. Oui. C'est très important sur ta construction future. Donc ça a beaucoup fait écho en moi de comprendre un peu les schémas familiaux, comprendre qui tu es aujourd'hui, tes blocages. Oui. Il y a tellement de choses en fait qui se transmettent dans les familles, d'inconscient à inconscient, dans tous les non-dits peut-être, ou dans un enfant, il apprend tout de suite comment on doit se comporter pour être aimé dans cette famille. Donc il apprend toutes ces croyances dont je parlais tout à l'heure. Et le premier pas pour devenir soi-même, c'est déjà de prendre conscience de tous ces messages en fait qu'on a reçus, du mode de fonctionnement de nos lignées, de ce qui se répète, de la place des uns et des autres, de la place dans notre fratrie, des liens particuliers qu'on a avec certains membres de notre famille. Et donc tout ce travail-là, il est essentiel justement pour qu'un début de liberté puisse apparaître. Ensuite, je peux choisir et je peux comprendre que les femmes avant moi ont fonctionné d'une certaine manière parce qu'elles n'avaient pas autant le choix que moi, ou sûrement ça. Et du coup, ça nous permet ensuite de pouvoir savoir un peu plus ce dont on a envie, nous, profondément. Oui, de se comprendre au final, toujours. Oui. Et il y a une donnée très importante aussi qui revient beaucoup aujourd'hui, actuellement dans notre société, c'est renouer avec son corps. Ouais. Essayer de faire la paix un peu avec tout ça. Oui. Comment on en est arrivé aussi à être en guerre permanente ouais. avec ce corps et ces menstruations et ce rythme cyclique, tout ça. Oui. Je crois que vraiment la difficulté avec le rythme cyclique, c'est qu'on est dans une telle société de la performance que
Enfin, aujourd'hui, je sais pas, je pense peut-être parce que j'évolue dans un monde un peu différent, mais aujourd'hui, c'est normal de prendre du temps pour soi, de s'écouter, de ralentir, d'aller faire une séance de yoga, de prendre un temps de méditation. Je sais pas, c'est des espaces quand même qui commencent depuis 10 ans, j'ai l'impression. Enfin, c'est vraiment mon impression, peut-être c'est pas le cas, mais qui commencent à être quand même assez admis et même valorisés dans certains milieux. Mais je pense qu'il y a encore 20 ans, et même, je dis ça, mais il y a encore bien moins longtemps que ça, dire j'ai besoin de ralentir, je vais moins en faire, j'ai envie de m'écouter, d'écouter mon rythme, c'était quand même assez étonnant en fait. Hein. Donc pour moi, finalement, le corps, on sent le besoin de valoriser son corps, mais c'est surtout en fait une porte d'entrée. C'est-à-dire que le corps se rappelle à nous, on vit dans un monde tellement dingue qu'on peut plus, on peut pas suivre ces injonctions sociales de la performance. En fait, c'est pas possible. On a besoin d'aller dans la nature, de ralentir, de manger mieux, de s'écouter. Sinon, enfin, c'est même pas sinon, mais pour faire avec cet environnement qui est si douloureux finalement physiquement. Néfaste. Ouais, c'est ça, si Ouais. néfaste. Non, mais c'est ça, bien sûr. Et du coup, c'est notre meilleur allié en fait. Notre corps, c'est celui qui nous permet de prendre conscience en fait. Là, il y a quelque chose qui va pas. Là, tiens, j'ai des règles douloureuses. Là, j'ai un déséquilibre dans mon corps et du coup, je suis obligée de m'arrêter en fait. Donc c'est vraiment voilà, ce qui nous aide à avoir envie de nous écouter, je pense. Ouais. Donc, du coup, c'est un lien direct avec la santé, en fait. Ouais. Pour notre équilibre, Ouais. c'est primordial. Ouais, complètement. Il y aurait peut-être moins de maladies émergentes aussi si on s'écoutait un peu plus. Oui, sûrement. On a aussi, je pense, le besoin de s'écouter un peu plus parce qu'on vit dans une vie où le niveau de stress n'a jamais été aussi élevé, où la pollution n'a jamais été aussi importante, où la malbouffe n'a jamais été aussi présente. Enfin, je veux dire, on est aussi quand même cette génération-là. Donc, c'est comme si le désespoir environnemental venait forcément réveiller notre besoin de nous écouter. Ouais. Peut-être qu'on s'écoutait plus sans se poser la question à une autre époque, mais en tout cas aujourd'hui dans une vie citadine, c'est difficile. Ah, bien sûr. C'est quoi ta définition de la santé ? La santé, c'est l'état de vitalité en fait de mon corps. Finalement, c'est comme un peu la définition du bonheur. La joie, c'est l'émotion normalement dans laquelle on devrait être le plus souvent. Et puis les autres émotions, tristesse, colère, peur, c'est des émotions qui viennent me dire que quelque chose ne va pas et qu'il faut que je revienne à mon état de base qui est la joie. La santé, c'est cet état dans lequel je suis en pleine harmonie, je dirais, ou dans cette même émotion de joie. Et quand je perds ça, mon corps vient me dire, tiens, attention, là, t'as mal au dos, t'as des troubles digestifs, t'as la paupière qui enfle, dans mon cas. Tiens, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un déséquilibre. Et j'espère, enfin, j'aimerais, en tout cas, j'essaye d'être attentive à ce que me dit mon corps pour voir comment je peux l'accompagner dans cette fragilité, en fait, pour retrouver cet état de santé. Ouais. Donc, à quel moment intervient la maladie ? Tu viens plus ou moins d'y répondre. C'est quand tu n'es plus à l'écoute. Oui, quand on n'est plus à l'écoute, quand finalement... Mais en fait, je trouve ça toujours tellement délicat de répondre à cette question parce que c'est comme si... Pour moi, bien sûr que la santé, c'est en lien avec mon état émotionnel, mon état psychique, ma santé spirituelle. Et en même temps, le fait de dire ça, ça viendrait aussi culpabiliser quand on tombe malade. Donc c'est toujours délicat, je trouve, de dire les choses comme ça. Mais il y a quand même une partie de moi qui croit profondément que la maladie vient quand j'ai mis de côté trop de choses, en fait. Et qu'il y a besoin que je renoue avec cette dimension vulnérable de moi, qui ne sait pas faire, qui doute, qui a peur, qui a honte, qui est en colère et qui ne peut pas le dire. Et que du coup, si toutes ces émotions, si petit à petit je me coupe de tout ça, ou si petit à petit je me coupe de ma dimension spirituelle, c'est-à-dire finalement je ne suis pas juste Camille qui est là dans ce corps, mais
je suis bien plus que cette présence et j'ai besoin aussi de me relier à cette dimension-là. Parce que si je m'en coupe, oui, je pense qu'il y a des maladies qui peuvent apparaître. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est possible d'agir en amont, avant que ça arrive ? Oui, il y a plein de médecines qui font ça. Mon mari, il est acupuncteur et c'est vraiment une médecine qui soigne aussi. Hein, je ne veux pas réduire son champ d'action, mais c'est aussi une médecine préventive. En fait, c'est aussi une médecine où, ok, on écoute les petits dérèglements du corps et on peut suffisamment tôt les réajuster avant que vraiment un mécanisme d'une maladie s'installe. Et en même temps, je suis pas dupe, quoi. Je crois qu'il y aurait une forme un peu de toute puissance dans ce discours, de dire si je m'écoute vraiment, si je suis vraiment à mon rythme, alors je serai jamais malade. Ben non, c'est pas vrai en fait. C'est vraiment, je veux dire, la maladie nous tombe dessus comme n'importe quoi de ce qui nous arrive dans notre vie, et c'est plutôt quel regard je porte à ce moment-là qui m'intéresse. Est-ce que je suis capable de porter un regard bienveillant sur cette maladie qui va m'apprendre quelque chose, plutôt que culpabilisant de me dire « oh là là, c'est parce que j'étais pas assez à l'écoute ». Je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'un peu dangereux dans cette croyance que si je vais bien et si je suis complètement alignée et que je fais mes 3 heures de yoga par semaine, alors je vais être immortelle, quoi. Bah non, en fait, ça fait partie de la vie aussi. Et oui. Combien on est à avoir compris des choses de nous, justement parce qu'il y a une épreuve, une maladie ou un accident ou la perte de quelqu'un, peu importe, et que cette épreuve-là, on voudrait tout faire à chaque instant pour que ça ne nous arrive pas. Et en même temps, c'est quand ça nous arrive et quand on est complètement démuni qu'il y a aussi autre chose qui se met en route. Donc, je crois que j'aimerais nourrir aussi cette vision un peu plus unifiée, en fait, de santé et maladie. Ouais, je sens que quand je dis ça, ça me touche, quoi, parce que c'est pas facile, je pense, en fait. Pour moi, en tout cas. Oui, bien sûr. Est-ce que l'écriture de ce livre, ça a changé ton regard, justement, sur la santé ? Que tu as compris plus de choses sur toi ? En fait, peut-être pas l'écriture de ce livre, mais ce que je raconte dans ce livre, de toutes ces découvertes, de ces femmes, en fait. Moi, j'arrive dans ce monde du féminin où je vois des femmes qui ne prennent pas la pilule, écoutent leur corps. C'était beaucoup, en tout cas, autour du cycle et de l'accouchement, de la grossesse. Enfin, tous ces passages-là, en tout cas, moi, j'ai découvert ces cercles, pardon. Et c'était ces rendez-vous-là qui se sont posés pour moi. J'ai un peu avant de tomber enceinte, au moment où j'ai eu envie d'arrêter ma contraception, etc. En fait, je voyais ces femmes qui étaient en contact de leur corps et qui, du coup, en faisaient vraiment un outil de connaissance d'elles-mêmes. Et c'est ça qui m'a fascinée, en fait. C'est vraiment cette écoute dans laquelle elles se mettent, qui font qu'elles se connaissent beaucoup mieux, que du coup elles sont plus performantes, que du coup elles vivent des grossesses et des accouchements comme elles ont envie de le vivre, que dans ces moments-là, elles contactent une puissance, moi, dont elles me parlaient, qu'elles n'avaient jamais contactée avant. C'est aussi ce que j'ai expérimenté, mais du coup c'est tout ça, en fait, ce désir, en fait, de rentrer en amitié avec son corps. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a autant marquée, parce que moi, j'étais vachement en lutte avec mon corps. Je trouvais que j'étais trop grosse, qu'il fallait que je le muscle plus, que je faisais toujours attention à ce que je mangeais. Mais finalement, en fait, je faisais attention à pas manger de sucre parce que c'était pas bien, mais je faisais pas attention à manger suffisamment de choses qui me faisaient du bien. Enfin voilà, il y avait comme quelque chose qui était d'une forme de domination de mon corps ou d'utilisation de mon corps, sans comprendre qu'en fait ça pouvait être un compagnon. Et je voyais ces femmes qui, justement, j'avais l'impression qu'elles étaient dans leur corps, en fait, qu'elles étaient pleinement... qu'il y avait quelque chose qui vibrait en elles, qui m'a donné envie. Et je crois que c'est ce dont je parle. Écouter son corps, renouer avec son cycle, s'interroger sur sa sexualité, s'autoriser à danser. Voilà, tout ça, c'est des choses qui, moi, m'ont beaucoup permis de vivre aujourd'hui cette relation d'amitié avec mon corps. Comment t'as vécu tes grossesses, du coup, grâce à ça ? C'est vraiment à l'occasion de ma première grossesse que j'ai commencé à manger différemment, à plus que manger bio, à vraiment faire attention
manger suffisamment vivant, en fait. Bon, c'est aussi à ce moment-là que j'ai arrêté de faire du sport, hein, j'avoue. En tout cas, l'arrivée de mes enfants, voilà, ça a freiné un peu cette partie de moi qui n'était pas peut-être hyper active, la sportive. Mais du coup, j'ai vécu mes grossesses avec curiosité, je pense. Avec curiosité de ce qui se passait à l'intérieur de moi, hyper à l'écoute de mes bébés. Je pense qu'à 3 mois et demi, je les sentais déjà bouger dans mon ventre. Est-ce que c'était vraiment physique ou c'était juste une impression? Je sais pas, mais j'avais vraiment l'impression à 3 mois et demi de les sentir. J'ai fait beaucoup d'autonomie. Donc j'ai vraiment affiné, je pense, ma sensibilité, en fait. En autonomie, on apprend à occuper son bassin d'une autre manière pour faire plus de place au bébé, en fait, faire comme si s'installer dans un espace de rondeur et de présence et de douceur, je sais pas, qui sont des choses que j'ai beaucoup gardées ensuite dans ma vie. Et puis, pour ma première grossesse, j'avais choisi un réseau de sages-femmes où je savais que ça allait être la même sage-femme qui m'accompagne du début à la fin de ma grossesse et que ce serait elle qui serait là pour mon accouchement. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi. L'accompagnement global. L'accompagnement global, voilà, une sage-femme du groupe Naissance. Et cet accompagnement global et le travail avec l'autre sage-femme avec qui je faisais de l'autonomie, ça m'a amené à un moment, mais assez tard dans ma grossesse, à me dire peut-être que je peux accoucher sans péridurale. Et du coup, c'est ouvert à moi aussi toute cette... je sais pas, ce monde de l'accouchement physiologique où en fait je pensais pas du tout que ce serait possible, enfin ça me paraissait un peu archaïque, enfin il m'a fallu quand même c'était assez tard dans ma grossesse où finalement je me suis dit mais oui c'est possible, c'est pas pour ces femmes qui ont l'air d'être tellement je sais pas, je sais pas ce que je me disais d'elles, mais quand même en tout cas que c'était pas moi quoi, mais que moi aussi je pouvais vivre ça et qu'il y avait peut-être un intérêt aussi. Je commençais à voir mes amis qui disaient que tout s'était bien passé dans leur accouchement et en même temps combien avaient eu d'épisiots, de forceps, de déclenchements, et où je me disais est-ce que c'est pas possible de faire sans ça en fait, en Non même médicalisé. temps non médicalisé, avec pas mal de peur et puis aussi avec beaucoup d'incompréhension de mon environnement, de ma famille, de mes amis. Donc et puis ça s'est répété un peu plus encore pour ma deuxième grossesse quand j'ai décidé d'accoucher à la maison. Et donc là en fait j'ai très vite compris que je pouvais pas en parler vraiment autour de moi, enfin que je pouvais pas, juste parce que j'avais vraiment besoin de pas recevoir les projections et les incompréhensions de mon environnement, enfin de mes proches, qui avec énormément de bienveillance et d'être concernés par ma situation étaient inquiets en fait. Et du coup, voilà, c'est aussi quelque chose que moi j'ai fait vraiment dans mon coin, avec mon compagnon, ma sage-femme, sans que tout le monde le sache, pour pouvoir accoucher comme j'avais envie. Ouais, au final, sortir de encore tous ces schémas et toutes ces croyances. Toutes ces croyances, mais je me souviens vraiment au moment d'accoucher de mon deuxième enfant, donc j'avais déjà accouché sans péridurale pour le premier, de manière complètement physiologique, presque toute seule, enfin voilà, ça s'était déjà bien passé, c'est ce qui fait aussi que j'ai eu envie d'accoucher à la maison. Mais je me souviens très bien que dans les semaines précédant mon accouchement, j'avais cette peur, enfin c'est comme si, je me rappelle, j'avais cet œil là au-dessus de moi qui me disait un peu pour qui tu te prends quoi. Est-ce que tu te crois plus forte que tout le monde pour avoir envie d'accoucher chez toi, et je me disais, enfin je voyais bien que c'était cette injonction de cette matrice dont je parle, du patriarcat, qui me disait, parce qu'il y avait heureusement l'autre partie de moi et ma sage-femme qui me rassurait et qui me disait tu sauras faire, les femmes ont toujours su faire, partout dans le monde les femmes accouchent chez elles, c'est normal. Donc il n'y avait pas que cette voie-là, mais j'ai vraiment clairement identifié cette croyance qui me disait ouais, pour qui tu te prends, c'est pas possible, c'est dangereux, tu te mets en danger en faisant ça. Et donc c'était finalement et du courage et je pense une forme de force intérieure qui me disait je vais pas écouter cette voix-là, je vais vraiment faire confiance. Pour moi, en tout cas à ce moment-là, ça a été tout un processus en fait. Et je pense que, enfin en te disant ça maintenant, je m'en rends compte. Aujourd'hui, je fais énormément confiance. Et je pense que peut-être à ce moment-là, c'est joué aussi cette bascule à l'intérieur de moi, d'arrêter de nourrir en fait quelque chose de l'ordre de la peur, dans lequel j'ai beaucoup été élevée. Je ne sais pas si c'est collectif ou familial, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup été élevée là-dedans.
Et aujourd'hui, je nourris beaucoup la confiance. Donc peut-être il y a quelque chose aussi qui s'est joué au-delà de l'accouchement, en fait. Ouais, bien Plus sûr. important pour ma vie de cet ordre-là. Et au niveau de la transmission avec tes enfants, comment ça se passe? Comment t'as envie que ça se passe en tout cas? Ils ont quel âge? J'ai 2 garçons qui ont 6 et 7 ans. Comment tu leur parles des femmes? Il y a eu des moments où j'étais un peu plus militante que ça. En ce moment, je leur en parle pas beaucoup. Ça dépend en fait. Ça dépend de ce qu'ils vivent aussi. Je crois que... Enfin, ce qui est sûr, c'est que ce que je leur transmets, c'est qui je suis. Ce que je leur transmets des femmes, c'est ma manière de vivre, qui je suis en tant que femme, qui va leur enseigner beaucoup plus que ce que je leur dis. Hein. Et j'en suis convaincue. Donc, je pense que dans le fait d'être une femme épanouie, qui fait ce qu'elle aime, qui se respecte, qui sait demander de l'espace pour se reposer. Tout ça, c'est des choses qu'ils apprennent en fait, et je pense qu'ils intègrent que c'est normal. C'est toujours un exemple que je donne qui est un peu caricatural, mais c'est vrai. Hein, quand j'ai mes règles, quand j'ai mes lunes, je dis aujourd'hui j'ai mes lunes, je veux pas que vous criez, j'ai besoin de repos. Et je vois bien en fait qu'ils le prennent au sérieux. Bon, ils sont petits, hein, je pense que quand ils seront un peu plus grands, à mon avis, ça passera plus. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, je vois qu'il y a une forme de respect de mon rythme. Et puis, ils voient aussi en fait que je pars de la maison, faire des choses que j'aime, apprendre, faire des choses pour moi. Moi, j'ai pas du tout vu ma mère faire ça quand j'étais enfant. Je pense que la difficulté qu'elle avait peut-être d'être une mère au foyer, c'est que du coup, elle s'autorisait pas à prendre du temps pour elle, qui lui faisait vraiment du bien. Et donc ça, je sais que c'est quelque chose qui est très important pour moi, peut-être un peu trop, peut-être que c'est un peu excessif, mais en tout cas, du coup, je me dis, je leur montre ça aussi à mes enfants. Et puis, quand je leur dis, je pars... je sais pas, je pars une semaine chanter quelque part, parce que ça me fait du bien de chanter. Je leur dis aussi, je te fais confiance pour être une semaine sans moi et vivre ta vie et être bien. Donc je pense que c'est aussi leur apprendre l'autonomie que de faire ça. Oui, bien sûr. Puis ça participe de ton bien-être, donc c'est important. Donc, voilà, une maman heureuse. Mm. Tu animes des cercles qui s'appellent les Tentes Rouges. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors aujourd'hui, j'en anime plus vraiment des Tentes Rouges, mais en tout cas, je continue à soutenir ce réseau de femmes autour de moi qui en animent. Les Tentes Rouges, en fait, ça a commencé à apparaître aux États-Unis il y a une quinzaine d'années, je pense, peut-être un peu plus que ça, 15 ou 20 ans, à la sortie du livre d'Anita Diamond qui s'appelle The Red Tent, la Tente Rouge, où elle raconte, c'est une histoire mythique, hein, c'est un roman, qu'elle situe au temps de la Bible, où elle raconte ce qui se passait dans ces huttes où les femmes se retrouvaient entre elles quand elles avaient leur lune. Et ça, c'est une réalité historique. On sait, il y a eu beaucoup de fouilles archéologiques, notamment en Turquie, où on a retrouvé vraiment ces espaces où les femmes se retrouvaient quand elles avaient leurs règles. Et donc Anita Diamond, elle raconte cette histoire. Elle s'inspire probablement aussi de la tradition amérindienne, où encore aujourd'hui, dans les Moon Lodge, les femmes se réunissent quand elles ont leurs règles entre elles. Suite à l'écriture de ce livre, il y a beaucoup de femmes, je pense, qui travaillent dans le monde du développement personnel, qui ont eu envie de créer ces espaces et qui ont envie de créer un espace où les femmes peuvent se retrouver pour se nourrir et honorer qui elles sont et valoriser qui elles sont. Et donc, sont apparues ces tentes rouges, qui sont du coup des cercles de femmes qui ont lieu au moment de la nouvelle lune, parce que c'est le moment où symboliquement, la lune pas symboliquement, mais dans le ciel, la lune est noire, on la voit pas, donc elle nous invite à nous tourner vers notre intériorité. Et on sait que si les femmes vivent sans lumière artificielle, ce qui n'est pas très commun aujourd'hui, mais si on est soumise à la lumière de la lune, au moment de la pleine lune, en fait, on ovule, puisque l'ovulation est stimulée par la lumière. Donc, au moment de la pleine lune, on ovule, donc au moment de la nouvelle lune, on a nos règles. Donc évidemment, aujourd'hui, les femmes, quand elles se retrouvent dans une tente rouge, elles n'ont pas leurs règles tout en même temps, mais on se relie en fait à cette nature cyclique de cette manière-là. Et donc en fait, les tentes rouges, c'est un cercle de femmes, c'est un cercle de parole entre femmes où les femmes viennent tous les mois. Finalement, la nouvelle lune, c'est aussi le moment où on fait un peu le bilan du mois qui vient de passer et on accueille l'énergie du mois qui arrive. Et donc c'est ce temps de bilan, avec soi-même et avec les autres, de reconnexion à soi, quoi. Est-ce qu'au-delà des cercles, tu fais beaucoup de rituels?
C'est quoi l'importance des rituels ? Moi, j'ai vraiment eu besoin, à un moment dans ma vie, de marquer certaines étapes. Ça a commencé avec la nouvelle année ou avec, je sais pas, la naissance de mes enfants. Enfin, je sais pas, les grands moments où j'avais envie... En fait, ces rituels, ça vient beaucoup pour moi du travail de Jodorowsky, de la psychomagie, en fait. Comment est-ce que... par un acte symbolique, je peux donner à mon inconscient un message qui va intégrer plus clairement que si simplement je me disais je veux être libre, par exemple. Donc c'est vraiment plutôt un travail que moi j'ai entamé dans mon processus de thérapie, pour moi, avec ce travail de psychomagie, d'art-thérapie aussi, où on fabrique quelque chose qu'on va enterrer, brûler, honorer, enfin peu importe, tout ce travail finalement où on mêle la créativité et l'intention. C'est vraiment de ces espaces que je me suis nourrie pour créer des rituels. Donc, par exemple, je parlais de mon envie d'être libre. Je me souviens très bien, dans un travail transgénérationnel, je me rends compte que toutes les femmes de mes lignées répètent un peu ce même schéma où elles n'ont pas eu leur liberté. Et moi, je me dis, moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai envie d'être libre. Le fait de faire un rituel, le fait de, par exemple, écrire une lettre à ces femmes pour leur dire ce que j'ai à dire, et puis ensuite je sais pas ce que j'ai fait de cette lettre, peut-être brûler cette lettre, ça permet de poser un acte dont je vais me rappeler, en fait, dans mon imaginaire, et qui, du coup, va permettre à ce désir que j'ai de liberté de peut-être commencer à se matérialiser de manière plus claire, en fait. Et c'est vraiment ce processus, en fait, qui me plaît dans les rituels, c'est utiliser notre créativité pour poser un acte plutôt que simplement se dire « je voudrais que ça se fasse différemment ». Et puis, donc voilà, ça c'est, je dirais, ma démarche par rapport au rituel. Et puis je me suis rendu compte, du coup, que de le faire avec d'autres, c'était hyper puissant, parce que j'ai des témoins à mon engagement vis-à-vis de moi-même, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé aussi à proposer des rituels dans les cercles et à faire des choses ensemble, parce que finalement, j'ai vécu ça peut-être il y a quelques semaines, là, j'ai vécu un rituel magnifique avec des femmes. Finalement, je me suis rendu compte que c'est plus facile de donner de l'amour à une femme qui se montre dans sa vulnérabilité que m'en donner à moi. C'est pas très facile, moi, quand je me sens vulnérable, je me dis « oh là là, pourquoi je suis dans cet état ? Je devrais pas être comme ça ». C'est pas si facile que ça de s'aimer, en fait, dans cette vulnérabilité. Et en fait, de voir une femme vulnérable, spontanément, on a tout de suite envie de lui donner, de lui ouvrir son cœur, de lui donner cet accueil, en fait. Et du coup, le fait de le faire ensemble, ça permet que ce mouvement-là qui vient de l'intérieur, de ce cœur qui s'ouvre pour l'autre, on le fait tout ensemble. Et du coup, il y a quelque chose qui nous permet de recevoir plus facilement que si je devais moi-même m'accueillir à chaque fois que je suis dans cet espace de vulnérabilité. C'est pas toujours facile. Ça donne envie. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup ? Moi, j'ai mes activités qui sont sur le site renoueravecSonféminin.fr. Je communique sur Instagram en général mes activités, mais c'est vrai que du coup, comme c'est tout ça là, tout cet univers, c'est une petite pratique. J'ai une autre activité professionnelle, donc finalement, je n'occupe pas tant de temps que ça à faire des cercles. Donc, ils sont souvent assez vite remplis. Donc, en fait, j'invite plutôt les femmes à aller voir le site et voir les prochaines propositions pour me demander que je les tienne au courant de ce que je fais. Voilà, mais sinon, sur Instagram aussi. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, Cindy. À bientôt. À bientôt. Bouge ton curcuma.